Et si le monde qu'on expérimente là tous les jours, cette réalité qui nous semble si tangible, si solide, si c'était en fait une construction, une sorte d'interface personnalisée, quoi, unique à chacun de nous, C'est une idée qui donne le vertige, c'est vrai. complètement. Mais quand on parle de ça, il faut tout de suite, je pense, écarter l'image un peu science-fiction. Vous voyez, les câbles, les ordinateurs, non. La matrice dont il est question ici, elle est mentale. C'est une réalité que notre propre cerveau construit seconde après seconde. Une réalité qui est filtrée par nos croyances, façonnée par notre culture, nos souvenirs, nos traumatismes même. Ce qui nous ramène à cette phrase, qu'on a tous déjà entendue, mais on s'y arrête rarement en fait. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est, on voit la réalité telle que l'on est. Exactement. Et les implications sont énormes. Oui, Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans cette matrice de l'illusion en s'appuyant sur les neurosciences, la psychologie, mais aussi, et c'est fascinant, sur des philosophies très anciennes et même la physique quantique. et le but, ce n'est pas juste de se faire des nœuds au cerveau. Non, pas du tout. C'est de comprendre comment cette prise de conscience peut, très concrètement, améliorer notre façon de vivre. Alors, allons-y. Commençons par la source, la machine qui génère tout ça, notre cerveau. On a souvent cette image un peu simple du cerveau comme une sorte de caméra qui enregistre passivement le monde. Oui. Mais les sources qu'on a là, elles disent que c'est non seulement faux, mais que c'est carrément l'inverse. Le cerveau ne reçoit pas la réalité, il la prédit. Il l'a prédit activement et ça change complètement la donne. Les neuroscientifiques les plus en pointe aujourd'hui, comme Anil Seth par exemple, décrivent notre expérience consciente comme une hallucination contrôlée. Attendez, hallucination contrôlée. Le mot est fort, quand même. Il est fort, mais il est juste. Ça veut dire que là, maintenant, ce café que je tiens, cette conversation, c'est une sorte de rêve éveillé que mon cerveau a validé. C'est exactement ça. Mais le mot-clé, c'est contrôler. Ce n'est pas d'une hallucination chaotique. C'est la meilleure estimation, la meilleure prédiction que notre cerveau puisse faire à partir des informations qu'il a. Et ces informations, c'est quoi? Alors, il se base en permanence sur 3 choses. Les données brutes, et très limitées de nos sens, nos souvenirs d'expériences passées et nos attentes sur ce qui devrait se passer. Donc, il invente des choses pour combler les trous. En permanence, on a tous un point aveugle dans chaque œil, là où le nerf optique se connecte. Mais on ne voit pas de trou noir dans notre vision. Pourquoi ? Parce que le cerveau remplit le vide. Il remplit l'espace avec ce qu'il s'attend à y trouver. Et surtout, il filtre. À chaque seconde, on est bombardé par des millions de bits d'informations. Si on devait tout traiter, on deviendrait fou. Ce serait ingérable. Ingérable. Le cerveau en ignore donc 99,9% pour se concentrer sur une seule chose, ce qui est pertinent pour notre survie. La vérité objective, ce n'est pas sa priorité. Du coup, la bonne métaphore, ce n'est pas la fenêtre transparente, mais plutôt la lentille. Une lentille unique à chacun, qui déforme, qui colore, qui grossit certains détails et en floute d'autres. Et cette lentille, elle est façonnée par notre psychologie. C'est là que les biais cognitifs, le conditionnement, nos schémas mentaux entrent en jeu. Si vous avez été mordu par un chien dans votre enfance, Votre cerveau va programmer votre réalité pour voir chaque chien comme une menace potentielle. voilà, la peur devient un des programmateurs de votre version du monde. D'accord. Donc le cerveau filtre et programme. Mais sur quelle base? Les croyances profondes, qui décident ce qui doit être filtré. D'où viennent-elles ? Ça nous amène à une couche encore plus profonde de la matrice, j'imagine. L'identité. Précisément, c'est la couche la plus fondamentale et donc la plus invisible. Dès l'enfance, on télécharge les récits de notre environnement. La famille, la culture, l'école. Et ces récits deviennent des règles implicites, du type « voici qui tu es, voici ce qui est possible pour toi, voici comment le monde fonctionne ». Et on n'entend pas ça comme des histoires, on les absorbe comme des vérités absolues. C'est cette fameuse image du poisson dans l'eau. Le poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau, pour lui c'est juste le monde. Ok, le cerveau filtre, l'esprit interprète. Mais revenons aux données brutes, celles qui viennent de nos sens. Est-ce qu'au moins elles sont fiables? Est-ce qu'on voit, entend, touche le monde tel qu'il est vraiment? La réponse courte et un peu déstabilisante, c'est non. Non?
Non. Nos sens ne sont pas des instruments de mesure objectifs, ce sont des outils de survie. Ils ne nous montrent pas le monde, ils nous montrent une interface utilisateur simplifiée du monde, utile pour notre espèce. Prenez les couleurs. D'accord. Un objet n'a pas de couleur en soi. Il réfléchit certaines longueurs d'onde de la lumière. C'est notre cerveau qui traduit ça en rouge, bleu, vert. Une abeille qui voit dans l'ultraviolet ne voit pas du tout la même fleur que nous. Qui a raison ? Les deux, et aucun, chacun voit l'interface qui lui est utile. C'est vertigineux. Ça veut dire que la réalité brute, si elle existe, est tellement vaste, tellement complexe, que notre système nerveux est incapable de la gérer. Alors il la compresse, il la traduit en symboles. Comme une icône sur un ordinateur. L'icône n'est pas le programme, mais elle permet d'interagir avec. C'est une excellente analogie, et c'est cette compression qui explique pourquoi deux personnes peuvent vivre le même événement et en avoir une expérience radicalement différente. Leurs systèmes nerveux n'ont pas sélectionné et compressé les mêmes données. Perçu deux scènes différentes. C'est une parfaite illustration. C'est aussi pour ça qu'un traumatisme peut remodeler la perception. Le système nerveux reste bloqué en mode survie et commence à voir des menaces partout. L'idée maîtresse, c'est donc celle-ci. On n'est pas piégé dans la réalité. On est piégé dans notre interprétation. Ce qui est fascinant, c'est que ce que la science découvre aujourd'hui, certaines philosophies anciennes semblaient l'avoir déjà accompli, de manière intuitive. Oui, le pont est saisissant. Dans les traditions comme le Vedanta ou le bouddhisme, on parle du concept de Maya. On le traduit souvent par illusion, mais c'est un peu réducteur. Ce n'est pas que le monde est faux, Non, Maya ne signifie pas que le monde n'existe pas. Ça signifie qu'il est mal compris. On prend la carte pour le territoire. On prend notre interprétation mentale pour la réalité elle-même. c'est une erreur de perception en fait. Précisément. L'analogie classique, c'est celle de la corde dans la pénombre. On la prend pour un serpent. Le serpent, c'est Maya. La peur est bien réelle, on peut avoir une crise cardiaque, mais elle est basée sur une perception erronée. Quand on allume la lumière, on voit la corde. Et la peur disparaît. Le monde, la corde, n'a pas changé. C'est notre perception qui a changé. Il y a une autre métaphore que je trouve très parlante. Le film n'est pas l'écran. Les pensées ne sont pas la conscience. Ah, ça, c'est une distinction cruciale. Le film, c'est l'histoire qui se déroule. Nos pensées, nos émotions, nos drames. On est absorbé par ça. L'écran, c'est la conscience. L'espace sous-jacent qui permet au film d'exister, mais qui n'est pas affecté par lui. Que le film soit une comédie ou une tragédie, l'écran reste blanc, intact. Exactement. La liberté dans cette perspective ne vient pas en essayant d'arrêter le film, mais en réalisant qu'on est l'écran, pas juste l'acteur qui souffre dans le film. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce que vous décrivez, cette conscience qui observe, ce rôle de l'observateur, ça fait écho à des choses que j'ai lues en physique quantique. C'est le croisement le plus vertigineux. La physique quantique a apporté une découverte qui a choqué Einstein lui-même. Au niveau subatomique, l'acte d'observer affecte le résultat. C'est-à-dire, Une particule comme un électron ne semble pas avoir de position définie avant qu'on la mesure. Elle existe dans un état de pure potentialité. une onde de probabilité. C'est l'acte de mesure, d'observation, qui semble forcer la réalité à faire un choix. Attendez, la matière se comporte différemment selon qu'on la regarde ou pas. C'est ahurissant. Ça remet en question toute notre vision du monde. Mais il faut être très prudent ici. Ça ne veut pas dire de manière simpliste que l'on crée la réalité par la pensée. C'est bien plus subtil. Qu'est-ce que ça me dit, Anna ? Ça suggère que la séparation nette entre l'observateur, nous, et l'observé, le monde, n'existe peut-être pas à ce niveau fondamental. La conscience ne serait pas un simple spectateur de l'univers, mais un participant. La réalité est participative. J'aime bien cette métaphore de la danse. On n'est pas un sujet qui regarde une machine. On est dans une relation, une danse où chaque partenaire influence l'autre. C'est exactement ça. Une vision beaucoup moins mécanique et beaucoup plus organique, plus relationnelle. Alors, avec tout ça, on pourrait avoir l'impression que cette matrice est une sorte de prison dont il faut s'échapper. Mais il y a un retournement de situation, n'est-ce pas ? Oui, et c'est un point crucial. L'illusion n'est pas un piège, c'est un outil. Cette matrice de raccourcis mentaux, de croyances automatiques, est ce qui nous permet de fonctionner. Imaginez si vous deviez analyser chaque information consciemment pour traverser la rue. Ce serait impossible, on serait paralysé. Paralysé par la complexité, la matrice nous aide à naviguer, à prendre des décisions rapides. Le problème, ce n'est donc pas l'illusion elle-même. C'est d'oublier que c'en est une.
c'est de prendre notre carte mentale pour le territoire. La prise de conscience ne détruit pas la matrice, elle nous donne la liberté de choix à l'intérieur de celle-ci. On peut commencer à questionner nos réactions, à réviser nos croyances. On passe de prisonnier inconscient à... Architecte conscient de son expérience. C'est une belle façon de le dire. Très bien. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui change demain matin au réveil? Comment cette compréhension améliore notre vie? Le premier changement, c'est moins de réactivité émotionnelle. Vous recevez un email stressant, avant c'était la panique automatique, maintenant un micro-espace peut s'ouvrir. Vous observez la pensée, c'est une catastrophe, et vous pouvez vous demander, est-ce un fait ou est-ce l'histoire que mon cerveau me raconte? Ça ne fait pas disparaître le stress, mais on n'est plus emporté par la vague. Voilà, on arrête de prendre ses pensées pour la vérité absolue. Le deuxième grand changement, c'est la libération des croyances limitantes. Quand on réalise qu'une croyance comme « je suis nul en maths » n'est pas une vérité, mais un programme souvent installé par une simple phrase à 8 ans, on peut commencer à le déconstruire. On le voit pour ce qu'il est, une vieille ligne de code, et on peut choisir d'écrire un nouveau programme. Et puis bien sûr, ça change notre rapport aux autres, ça amène beaucoup plus de compassion. On comprend que les autres sont aussi dans leur propre matrice, avec leurs propres filtres, leurs propres peurs. Exactement. Ça ne veut pas dire tout excuser, mais ça désamorce une grande partie du conflit. D'accord, mais comment on cultive cette conscience au quotidien? Il y a plusieurs outils. Le plus connu, c'est la pleine conscience, la méditation. S'entraîner à observer ses pensées comme des nuages qui passent. Il y a aussi l'auto-questionnement, interroger systématiquement ses pensées stressantes, et puis, plus simplement, la pratique du changement de perspective. Face à un problème, se demander comment une autre personne verrait-elle ça. Ce sont des exercices pour assouplir notre lentille. Pour conclure, si je résume bien, l'idée centrale n'est donc pas de s'échapper de la matrice. L'objectif, c'est de s'éveiller à l'intérieur. C'est le point fondamental. La réalité n'est pas fixe, elle est filtrée. Et une fois qu'on commence à comprendre le filtre, à le voir, on accède à la plus grande des libertés. La liberté de répondre consciemment au lieu de réagir automatiquement. La liberté de choisir le sens qu'on donne aux événements. Au fond, la liberté de vivre éveillé. Et la pensée finale, c'est peut-être celle-ci. La véritable illusion, la plus grande de toutes, ce n'est pas le monde extérieur. C'est de croire que nous n'avons aucun pouvoir sur notre monde intérieur. C'est peut-être là que réside toute notre liberté.